Bonjour, bonsoir à tous les internautes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Toujours un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous hebdomadaire, comme vous savez, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1, et dimanche soir 7h, le rendez-vous économique sur Télémétropole. Nous allons parler de plan de réponse humanitaire pour Haïti, car vous savez, après Covid, il y a eu un grand problème mondial. Pour le faire, nous avons comme invité spécial M. Bruno Le Marquis, qui est représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire. Monsieur Le Marquis, ça a été un plaisir de vous avoir et de répondre à notre invitation. Merci, Bill. Je dis tout le monde, tout auditeur, Radio Métropole, Télévision Métropole. Bonjour et merci pour l'invitation. Créole, fin bon comme ça, Bruno? Oui. Je peux négager, donc on a fait une interview en créole. Ça fait combien de temps que vous êtes en Haïti? Bon, une grande histoire. On fait tourner depuis un an, même t'es là depuis 85. Première fois, je suis arrivé là 85. Après ça, 86 arrivé. Dès la période ça dans nord-ouest pour une organisation d'après Jean Rabel. Après ça me tourné 98-2002 pour les Nations Unies pour PNUD. Après ça me tourné plusieurs mois après tremblement de terre. Et puis il y aurait les je connais mes pays, je parle créole, dégagé. Est-ce qu'on parle créole, tu as on t'aime ça? On fait comme ça. Oui. Donc Bruno Le Marquis, pour qui ça un plan de réponse humanitaire pour un pays comme Haïti? Donc, merci pour la question. Donc, tout côté qui a une situation humanitaire, il y a un pays qui est en conflit, tant qu'au Yémen, tant qu'au Syrie, tant qu'au Somalie, ça c'est en pratique habituelle de faire plan humanitaire qui de temps en temps sont très très importants. Haïti c'est un pays qui a un besoin humanitaire chronique, et puis c'est un pays aussi qui fait face à plusieurs chocs, tant qu'au cyclone, tant qu'au tremblement de terre. Donc, la pratique depuis les dernières années, à cause de l'augmentation des besoins humanitaires, surtout des besoins chroniques, c'est de faire un plan humanitaire. Comme ça, nous avons une réponse qui est planifiée, qui est organisée, nous faisons une analyse des besoins, nous planifier, nous faisons appel. Donc, c'est une plus bonne manière d'organiser la communauté humanitaire, ça. Pendant on dit choc, nous connaissons qu'Haïti, un travail que le Banque mondiale fait, qui montre que pendant 4 décennies, choc des astres naturels, plus instabilité politique, fait que le pays bénin, croissance économique, là, pas qu'à Kembe. Donc, est-ce que nous sommes capables de développement à travers les investissements et nous regarder à travers l'humanitaire? Nous connaissons mon humanitaire, mais nous sommes capables de choisir tout pour ne pas retrouver à demander. Nous sommes capables peut-être de créer une économie qui est capable de faire développement. Donc, non, 3 jobs que je gagne ici, j'ai un job humanitaire, mais j'ai un job développement. Donc, c'est moi-même qui couvre deux domaines. Ça, besoin humanitaire, surtout besoin humanitaire chronique, c'est la température du thermomètre. C'est situation pas bon, situation un déficit de développement ou bien un choc qui crée besoin ça. C'est pas une situation qui est normale. Donc si nous regardons chiffres pour ANESA, chiffre 2021 que nous fait annoncer semaine dernière, il est très 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 élevé pour un pays tant qu'au Haïti. C'est pas un pays qui est en conflit, c'est pas un pays qui est en guerre, c'est un pays qui est au milieu de la Caraïbe. Il y a quelques chiffres, surtout chiffres sécurité alimentaire là, 40% de population qui n'ont insécurité alimentaire. Ça n'aurait les niveaux 3, niveau 4. Il y a presque équivalent à chiffres qui sont Sud-Soudan et République centrafricaine, 2 pays qui en conflit ou bien en sortie de conflit. Oui. Donc ça, c'est pas une situation qui est normale. Aide humanitaire, ça, nous devons bailler aide humanitaire pour les gens qui sont plus vulnérables, mais nous connaissons aide humanitaire, c'est pas une solution. Haïti pas besoin de charité, Haïti besoin de solution de développement. Donc, après ça, on a parlé sur l'histoire de Nexus. Là, nous délivrer aide humanitaire, acteurs humanitaires, c'est pour commencer à bâtir résilience communauté, résilience monio. Comme ça, monio, pas seulement recevoir aide, c'est en aide qui aide pour reconstruire toute activité économique que qu'on fait, oui, c'est un bagage qui mettait sous chemin résilience. Après ça, le plus gros problème qui crée besoin humanitaire, c'est déficit de développement. Donc, à parler de ça, déficit de développement d'Haïti, cause structurelle, cause systémique, qui fait que chaque année, choc après choc, le pays a une plus fragile, et chaque fois qu'il y a un autre choc qui vient sous lui, il crée plus besoin humanitaire toujours. Si nous comprenons bien, nous prenons tout pays qui est dans la catégorie ça, après, faire des sous-catégories, nous regardons des pays très vulnérables à partir de la guerre, de toute qualité de problème. Et si nous avons une coupe de distribution, vous avez dit que Haïti
pas censé retrouver le normal là. Haïti c'est une extrémité que le pays parce que zone n'a pas gagné tout problème qu'on a posé, nous pas gagné une guerre, nous avons problème gang ça aussi mais pas une guerre qui est capable de justifier que nous dans catégorie ça. Alors si nous prenons le chiffre de l'année dernière, 2020, 2021, 2020, 2019, 2018. Pas de gain gros désastre naturel. Pas de gain gros désastre naturel. Pourtant, chiffre, ça nous les monde qui n'ont besoin humanitaire, donc 4,4 millions en SA. Donc il y a 4,4 millions haïtiens en situation de besoin humanitaire. 40% de population. 40%. Ce qui est énorme. Chiffre ça, les 4 dernières années, il est monté. Depuis 2016, il est monté de 110%. 2016, c'était gain Mathieu. Depuis ça, presque tout choc qui fait, à l'exception de Covid, qui pas de gain ont un impact massif sur Haïti, tant qu'on nous connaît, tout choc ça en anglais nous dit man-made disaster. C'est choc qui est créé par l'homme. Oui. Donc nous discussions entre nous-mêmes. Voilà, nous relier ça à crise socio-politique, oui, crise politico-sécuritaire, toute crise qui gagne en pays, qui est créée par l'homme, qui est créée par situation. Donc c'est pas des chocs externes. C'est ça qui crée vulnérabilité et c'est ça qui augmentait besoins humanitaires. Donc c'est accumulation de période pays loc plus donc impact pays loc sur l'année 2020, impact régional et national de la pandémie Covid qui a un impact en 2020 et sous 2021. Deux chocs ça y ont fragilisé pays. Après ça, il y a un facteur économique. Donc, c'est en combinaison de facteurs économiques, facteurs politiques, facteurs sécuritaires qui fait que situation très dégradée, je veux dire. Donc, entre 2016 et 2020, le pays a vraiment son bateau dans la mer qui prend une grosse secousse dans la mer et c'est le résultat ça qu'on peut dire pour nous? Plus 110%, c'est les faits. On regarde le thermomètre, la température a monté. Donc, plus 110% de population qui n'ont besoin humanitaire entre 2016 et 2021. Donner ça aussi, c'est CNSA qui montrait l'insécurité alimentaire là. Comment collecter données ça? Oui, toutes données nous collectées dans Sanourélé aperçues des besoins humanitaires, c'est en collection de données sur plusieurs secteurs. Il y a sécurité alimentaire, il y a santé, il y a éducation, il y a protection, etc. Eau, assainissement, abri pour les qui déplacés. Donc nous travaillons chaque partenaire national, toujours en agence Nations Unies, partenariat dans le secteur ça, avec ministère de référence ou bien institution de référence. Donc, sécurité alimentaire, c'est avec CNSA nous travaillons. Et sous côté FAO, CNSA. FAO, PAM, Programme alimentaire mondial, CNSA. Donc, méthodologie qui est utilisée pour sécurité alimentaire, c'est une méthodologie globale qui est utilisée dans tout pays du monde qui a un problème de sécurité alimentaire. Il est en anglais IPC. Il y a 5 échelles, 5 niveaux. Niveau 5 est très rarement déclaré dans le monde, c'est niveau famine, il n'est pas jamais déclaré en Haïti. Après ça, il y a un niveau 4 qui est urgence, il y a un niveau 3 qui est crise. Si vous regardez carte Haïti, il y a une carte là, il y a une couleur. Oui. 2016, 2017, regardez où ça, oui. 2016, 2017, carte Haïti était jaune. Jaune, c'est niveau 2. Même après Mathieu, le pays était jaune. Donc pas de gain problème massif, sérieux de sécurité alimentaire. 2018, il a commencé à tourner orange, qui est niveau 3. À petit point rouge, qui est niveau 4. Après ça, petit point rouge augmenté en pile 2019-2020. Donc il y a tout pays dans 3 et 4, sauf quelques poches qui pas dans 3 et 4. Donc c'est vraiment depuis le 2016 augmentation majeure de situation d'insécurité alimentaire dans le pays. Est-ce que corrélation, tout au moins, est-ce qu'on va faire causalité, ou retrouver beaucoup plus le choc politique que en pile pays a ça entré dans besoin ça à cause de Covid? Est-ce que Haïti Simdap font pondération crise politique là par rapport à Covid? Bon, si vous regardez leur moment que couleur sur carte là a changé, Covid pas existé. Donc c'est choc sociopolitique qui fait changer ces périodes-là. Peut-être qu'il y a l'autre série de facteurs, fluctuation de la gourde, pas qu'on a l'autre facteur, mais facteur principal, si nous regardons à quel moment nous joint ça nous les tipping point, c'est sous crise sociopolitique.
phénomène Covid accéléré, oui, tu as une répercussion sur prix denrées, mouvement denrées, etc., activité économique en général. Ouais. Donc, Covid là, un très mauvais moment pour nous parce qu'on était déjà des chocs avant. Voilà. Donc, là, c'est en situation de fragilité. C'est parce que ça a les comorbidités, bah ouais. C'est comorbidité, c'est en choc sur un choc. C'est ça. Pays à fragile. Il y a des déjà fragiles. Maintenant, et nous mettons des chiffres de 4,4 millions de monde, nous ciblons 1,5 million de monde. Pour qui ça 1,5 seulement? Pour ça, nous ne pas 4,4 là. Voilà. Donc, premièrement, nous avons besoin réalistes. Là, nous faisons appel à générosité, bailleurs de fonds, nos besoins réalistes. Donc, surtout, à Nessa, il y a une pandémie mondiale, donc ressources disponibles au niveau des bailleurs de fonds, puis concentrés sur certaines réponses. Ouais. Après ça, il y a une grosse crise au niveau mondial capable d'absorber en pile dans l'argent humanitaire qui est disponible mondialement. Yémen, avec surtout les crises du Moyen-Orient. Donc, nous avons besoin de mettre un chiffre qui est réaliste. Ça nous est fait. Première phase dans le processus, ça, c'est analyse des besoins humanitaires, 4.4. Nous gagnons tout chiffre, nous gagnons pile chiffre. Après ça, nous faisons un processus à critères que nous gagnons pour définir qui est le qui est plus vulnérable. Donc, nous avons utilisé deux méthodes. Premièrement, nous avons décidé pour nous prendre tout le monde qui est dans IPC 4, donc qui est plus affecté par l'insécurité alimentaire, qui est dans situation d'urgence au point de vue sécurité alimentaire. Ça, c'est 1,2 million de monde. Donc, tout le monde est couvert dans 1,5. Et après, nous faisons en revue commune par commune, dans qui commune en Haïti, gagne plus vulnérabilité multidimensionnelle. Ouais. Donc, en côté, en commune, qui gagne plus de monde qui est affecté par accès à la santé, accès à l'éducation pour Timonio, insécurité alimentaire, etc., question de protection. Donc, nous avons fait tout le travail, ça. Nous sélectionnons 65 communes qui sont dans une zone qui est plus affectée par situation humanitaire, plus 1,2 million de monde dans IPC 4. Est-ce qu'on cluster un groupe de communes qu'on retrouve dans des départements bien déterminés? Oui. Donc, département qui est plus affecté par vulnérabilité multisectorielle, nous avons Grand Anse, nous avons Sud, nous avons Sud-Est, nous avons Ouest, nous avons Nord-Ouest, nous avons Nord-Est. Tout département, ça y est, si vous écartez, il y a une couleur qui est plus foncée que l'autre zone. Après ça, s'il y a un choc, donc ça c'est 1,5 million, pour besoin nous déterminer, besoin qui est en majeure partie chronique. Après ça, s'il y a un choc qui arrive en 2021, s'il y a un cyclone qui a affecté tout le pays, ça nous a rectifié chiffre panneau et n'a ajouté sous lui. Ou dit Sud-Est, Sud-Grand-Est. Ou même qui a affaires humanitaires, on connaît très bien, on dit depuis 85, on va pas entrer sortir dans le pays, on connaît que saison cyclonique là. Sous chaque 10 cyclones qui passent dans le pays, ça, au moins 7 passent dans 3 départements sur ce là. Sud-Est, Sud avec Grand-Est. Ça peut faire 2 ou 3 ans là, nous n'avons pas vraiment un gros choc. Nous n'avons pas un pile cyclone qui passe. Comment commune ça, département ça retrouve aujourd'hui à l'enquête, ou du moins l'attention, la surveillance, le meilleur terme, c'est que saison cyclonique ça t'a vraiment agité. Donc, prochain cyclone à privé. Haïti, depuis 2-3 ans, à l'exception de Laura, Haïti gagne chance. Donc, c'est toujours pour nous préparer. Préparation à la réponse et réponse. Ouais. Donc, Nations Unies, tous partenaires humanitaires, ils travaillent en pile avec DGPC, Protection Civile, qui connaît en direction générale. Il y a un pile effort qui était fait, DGPC, en histoire institutionnelle qui montrait capacité plus fort chaque année. Il y a un exercice de simulation qui est fait, il y a un abri provisoire qui est mieux organisé maintenant. Donc, il y a une série de bagages qui étaient faites pour meilleure préparation, système d'évacuation, leur gain en alerte. Tout le bagage, ça y est très très important. Mais Sam Tevle dit, là, nous parlait c'est un bon exemple de ça nous les Nexus. Donc, tant que sous question désastre, parce que Haïti, chaque fois, très très affecté par désastres naturels. Des vies humaines, des biens et un impact sur l'économie. Ouais. Donc, si je prends 2 pays, je ne pas non, mais si je prends pays numéro 1, je prends pays numéro 2. Même cyclone a passé, même conditions, toutes conditions sont les mêmes. Dans le pays numéro 1, Abgan, 100 personnes ont mouru.
et a gagné 100 millions de dollars de dégâts. Dans le pays numéro 2, même cyclone, exactement mes conditions, 5 000 personnes ont mouru et a gagné 500 millions de dollars de dégâts. Pays numéro 1, presque pas affecté. Pays numéro 2, très très affecté. Ça qui a passé dans le pays numéro 1, réponse là, il n'est pas trop important, parce que dégâts, il n'y a pas là. Réponse là, c'est une petite réponse, il n'est pas coûté en pile d'argent. Mais ça, pays numéro 1 est fait, c'est ils ont investi, non, ça nous les gestion des risques et désastres, préparation à l'impact de changement climatique. Ils ont investi sur plusieurs années à long terme, politiciens, programmes de gouvernement, etc. Ils ont investi dans politique publique, ils ont investi dans code de construction, ils ont investi dans éducation timoun, ils ont investi dans pratique agricole, ils ont investi dans toute une série de bagailles. Leur cyclone l'a passé, dégâts minimal. Ça nous dit phénomène climatique là, il n'est pas tourné en désastre. En désastre, ce n'est pas un bagaille qui est naturel. Nous avons toujours dit désastre naturel, mais en désastre, il n'est pas naturel. C'est un phénomène climatique qui transformé en désastre si conditions, ces risques n'ont pas atténué. Quand on prend pays numéro 2, réponse là a coûté en pile, réponse là massive, réponse là a parfois besoin militaire, oui, intervention militaire pour aider les gens qui dans zone qui n'est pas trop accessible, tout le bagage ça y est. En pile d'argent à dépenser dans réponse, et dans pays ça, presque pas gain effort qui fait non gestion des risques et des désastres pour empêcher un phénomène naturel de devenir un désastre. Mounio Kabati qui côté Yovlé, la loi pas respectée, investissement public qui n'a pas pris ça en compte vraiment, etc. etc. Bon, pas besoin de non. Bon, mais Haïti, c'est un exemple. Nous sommes ici, nous sommes capables de faire un petit exercice pour nous faire. Nous sommes l'école, nous avons un remplacement de lettres par leurs valeurs, donc ce n'est pas difficile. Si nous connaissons que Haïti, parmi les 5 pays, côté que le risque est beaucoup plus élevé, et nous avons des cas bien déterminés, que le terrain des tremblements de terre, que le terrain des Mathieu, les cyclones qui passent. Si nous prenons République dominicaine, nous prenons Jamaïque, nous prenons Cuba, nous prenons Haïti, nous connaissons qu'est-ce qui prend choc là. Ou pas bien placé pour dire qui pays, mais nous sommes capables de faire cet exercice ça facilement. Nous avons le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, Bruno Le Marquis, qui a discuté avec un plan de réponse humanitaire que mettait en place pour Haïti pour 2021-2022. Nous avons proposé dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, le 100.1, Télémétropole, la chaîne 52 dimanche soir. Cette émission sera disponible sur l'application de Radio et Télémétropole. On a parlé de Haïti, plan de réponse humanitaire. Invitez-nous Bruno Le Marquis, qui est représentant spécial adjoint secrétaire général des Nations Unies dans le pays d'Haïti, coordinateur résident et coordinateur humanitaire. Bruno, bon des chiffres là, vraiment, qui fait peur. Mais il faut nous garder avec un pile responsabilité comme haïtien. Donc, il y a 4,4 millions de personnes qui ont besoin, je dis à là, d'une série de besoins très essentiels. Mais vous ciblez 1,5. Mais Bruno, 2,9 qui est ça n'a pas avec vous. Donc 2,9 qui là, ils sont moins vulnérables en termes d'échelle de vulnérabilité. Et donc, tant qu'on me dit, Haïti n'a pas besoin de charité, les gens n'ont pas besoin de charité, ils ont besoin de développement. Les gens qui sont plus vulnérables, les gens qui ont 1,5 million, ils sont très très vulnérables. Il y a un problème d'insécurité alimentaire. C'est toute échelle de vulnérabilité qui est plus élevée. Donc un aide essentiel qui est très très important pour, ça nous relève dans le langage humanitaire, sauver des vies. Après ça, les gens qui ont 4,4 millions, l'autre 2,9 millions, ils sont vulnérables, ils ont moins de vulnérabilité. Ça qui est vraiment important pour eux, c'est pour nous appuyer avec action de développement structurante, même genre avec le 1,5, mais encore plus, parce qu'il y a beaucoup à atteindre au niveau de vulnérabilité extrême. Donc, tout effort développement avec petits paysans chaîne de valeur agricole, infrastructure rurale, ou bien pour les gens qui sont dans le quartier Port-au-Prince, en pile dans 4.4 au Port-au-Prince. C'est pour nous faire action de cohésion sociale, action de développement, action de livelihood, création de petits jobs. Quel pourcentage de 4,4 millions de personnes qui vivent dans le secteur rural là? Parce que la réputation en général, c'est la plus pauvreté et extrême pauvreté. Alors sur 4,4, je crois qu'il y a 1,6 qui n'ont pas de prince. Qui n'ont pas de prince. Je vais checker ça, okay.
Maintenant, nous gagnons, on a cherché 235,6 millions de dollars américains pour 1,5 million. C'est bien ça? C'est bien ça. Oui. OK. Donc, nous faisons calcul là comment? Comment on fait qu'on ait que c'est 235,6 millions? Pour alors, le public à comprendre. Chaque secteur que nous gagnons en réponse là, chaque secteur, donc sécurité alimentaire, donc santé, dans toute bagaille, il y a travaillé avec le ministère, il y a pris en chiffre, il y a une méthode de calcul pour y avoir un chiffre là. Donc pour sécurité alimentaire, il y a un panier, oui, on aide par personne, et donc nous fait tout calcul ça, nous venons avec chiffre ça. Ça dépend du nombre de monde qui est affecté, par secteur, combien de timounio qui visait dans 1,5 million ça y est, monde qui a besoin d'un service santé d'urgence, etc. Là, je fais quelques calculs, moi, ouais, que si je prends 1,5 million, qui donne 235,6 millions de dollars américains, c'est à peu près 157 dollars américains per capita par personne, des formations professionnelles. Donc, si je calcule là, logiquement, il faut gagner au moins 690 millions de dollars américains pour nous résoudre 4,4 millions. Ça. Donc, Nations Unies parle de 235,1. Vous se dit tout à l'heure là, Covid là, ce n'est pas le meilleur moment. En 2010, le monde n'a pas de problème, il était plus facile pour mobiliser l'argent pour Haïti. Je vous dis, il y a un pile élu. Parce que, selon la Banque mondiale, il y a plus de 100 millions de gens qui ont trouvé l'extrême pauvreté. Donc, Haïti, on va frapper pour toi, on dit que Haïti a plus de problèmes. Moi, je suis que vous avez parlé de Yémen, vous avez parlé de Syrie, vous représentez tant que vous avez fait bon l'argent tout. Mais il y a l'autre nouveau qui vient de dans ce sens. Qui chasse nous gagner pour nous joindre 235,6 millions de dollars américains? Alors, Haïti, en moyenne, les dernières années, recevoir à peu près 1 milliard de dollars par an d'aide publique, ça nous aurait les aides publiques au développement. Donc ça sorti dans aide bilatérale, il y a un pays ami qui a aide bilatérale, il y a aide multilatérale, une organisation multilatérale, tout ça a fait en moyenne 1 milliard de dollars. Dans 1 milliard de dollars, ça, il y a un appui budgétaire direct, oui, il y a un prêt, il y a un don. Donc 1 milliard, c'est toute utilisation confondue, l'argent y compris aide humanitaire. Okay. Donc, quel pourcentage ça représente en général dans l'année normale? Bon, Abdiou, généralement, le pourcentage de succès de appel humanitaire que nous fait les 5 dernières années, par exemple, nous lançons un appel de 100 millions. En général, on a récolté 30 millions. C'est 30%. Les 5 dernières années, la moyenne, 30%. Donc 30% ça, 30%, si appel là, c'est un appel de 200 millions, ça fait à peu près 70 millions. L'absoti, non, milliard ça. L'année dernière, nous avons récolté plus, nous avons joint plus, parce que nous avons fait 2 appels. Nous avons fait appel en début d'année avant Covid et après on appel révisé après Covid. Donc, il y a un pile monde vulnérable, il y a un pile effort qui était fait. Donc, nous avons récolté 150 millions de dollars l'an dernier de financement pour appel humanitaire 2020, qui est pas mal. Mais on dit que pendant 5 dernières années, un bon moment, à savoir pas de pandémie mondiale, le montant était de 70 millions en moyenne par année. Non, ça c'est le pourcentage 30%. Ça dépend de la taille de l'appel. Oui. OK. 30%. C'est pas un résultat qui est très satisfaisant. Haïti, c'est un pays côté pourcentage de succès les plus bas dans le monde. Donc ça c'est pas un pourcentage satisfaisant. Parce que Haïti, il n'est pas toujours sous le radar. Oui. Premièrement, il n'est pas toujours sous le radar des crises humanitaires, parce qu'il y a une crise qui est visible, Moyen-Orient, Syrie, Yémen, Sud-Soudan, etc. Donc Haïti, c'est sous le radar. Deuxièmement, il y a une certaine fatigue, tant que nous connaissons, il y a une certaine fatigue, bailleurs de fonds avec Haïti. Surtout le fait que plus gros d'un problème est créé par l'homme, oui. C'est problèmes socio-économiques, c'est problèmes économiques. Donc, bailleurs de fonds, dans une certaine mesure, il dit c'est pour Haïti, pour résoudre le problème par lui. C'est pas normal, tout besoin chronique, ça qui gagne en Haïti, il y a besoin de réponse développement, il y a leaders nationaux. C'est pour politique publique, leaders nationaux, rôle gouvernement. Donc, il y a une discussion, ça, qui, dans une certaine mesure, expliquait pour qui ça, nous toujours dans la zone 30%. Bon, moi, pays qui est plus critique, qui en général, plus attiré l'attention internationale là, et quel montant à peu près attirer la caillou. Contrairement à Haïti, qui est plus désastre. Pas bien pourcentage dans la tête, mais il
Il y a une crise qui est très bon. Yémen à peu près combien comme lui quoi Bon, ici, le poste humanitaire. Pas bien chiffre ça, en tête, mais en Haïti, nous parlait de millions. Dans l'autre crise, nous parlait de milliards. Donc, des pays qui arrivent à tirer des milliards de dollars. Voilà. Donc, Yémen, c'est milliards parce que presque tout pays a un risque d'insécurité alimentaire, par exemple. Okay. Crise syrienne, c'est en milliards tout. Sud-Soudan, on leur était en milliards. Généralement, République démocratique du Congo, il y a en milliards. Donc ça, c'est vraiment les crises les plus visibles. Après, il y a une crise qui est plus chronique. C'est plus difficile pour attirer des fonds avec des crises chroniques. Yep. Alors, je veux attirer attention pour nous-mêmes en Haïti. Donc, Nations Unies, pour 1,5 million de ciblés, pour aller de 235,1 millions de dollars américains. Et comme nous avons 2,9, c'est pour nous couvrir 2,9 là, on a besoin à peu près 690,8 millions de dollars américains pour nous couvrir tout le monde. Donc, il y a un différentiel que nous-mêmes, nous sommes supposés prendre responsabilité parce qu'on ne peut pas quitter mon dans une situation aussi critique. Parce que dans la troisième partie de l'émission, nous allons voir qui impacte lorsque il y a besoin humanitaire dans un pays. On parle de Nexus que nous allons discuter tout à l'heure, mais que on cercle vicieux également. Tout. La bonne insécurité, donc incapacité pour retourner dans la normale, je pourrais dire. Et 74 institutions, pays qui en général participent dans Baïsa, parce que c'est offre et demande, il y a des pays qui ont demandé, donc 74 acteurs qui là. Donc oui, il y a un pile acteurs qui a participé dans la réponse à. Les bilatérales, les multilatérales Non, c'est acteurs Nations Unies, acteurs organisations non gouvernementales, nationales et internationales. Très bien. C'est pas bailleur de fonds, c'est Moun qui a participé dans l'élaboration plan ça et dans mise en œuvre plan ça. Ah, ok. Voilà. Mais lorsque nous allons jouer, nous avons porté l'argent, nous avons demandé, nous avons offert. Combien organisations, combien pays? Est-ce que vous avez, par exemple, Bill Gates, est-ce que l'intéressé à porter l'argent dans cette organisation? Alors, plus fort dans réponse financière les dernières années, c'est bilatéraux. Okay. Donc, c'est États-Unis d'Amérique, c'est Union européenne à travers ça qui est les ECHO, c'est le bureau humanitaire de l'Union européenne. Troisième source, année dernière, c'est ça, nous les CERF, c'est Fonds central Nations Unies pour réponse d'urgence. Ensuite, il y a Canada, il y a Japon, et puis ensuite, il y a l'Otio, France, Espagne. Bon. Mais plus gros dans l'appui humanitaire, c'est États-Unis d'Amérique, Union européenne, CERF, Canada. L'autre, philanthropie, il y aura actif en Haïti, il n'y a pas trop actif sur question humanitaire. Il y aura actif sur quelques secteurs, tant que la santé, mais pas trop sur... Donc, une catégorisation dans l'aide là, pour nous comprendre que l'humanitaire est tout à fait spécial lié. Une catégorie bien déterminée, on est capable de dire. Et vous le manquez. Donc, je dis à nous, qui est un pays qui choque sur ce point-là, nous développons 4 thématiques. Est-ce que vous pouvez expliquer comment on fait choix ça? Donc, nous prenons une approche qui est anti-genre innovatrice, même pour l'autre pays. Donc, l'autre pays est très intéressé, ça nous fait faire. À la place d'avoir les secteurs traditionnels, santé, éducation, sécurité alimentaire, protection, abri, nous prenons 4 thématiques transversales. Une dans les nexus, je vais l'expliquer, ça ne me dit pas ça. Deuxième là, c'est pour les gens qui sont affectés, qui ont accès à services. Troisième, de manière multidimensionnelle. Troisième là, c'est pour protection. 1,5 million de gens qui sont affectés, qui sont vulnérables. Ils ont bénéficié de protection. Si c'est personnes déplacées, si c'est personnes en risque de violence sexuelle, en pile monde à risque de protection en Haïti. Et quatrième dimension transversale, c'est si il y a un choc, tant qu'aussi il y a un cyclone, non seulement on a des réponses là, mais on a des très rapidement pour les gens qui sont affectés, pour y redresser, oui, pour y reprendre l'activité très très rapidement. Pour chacune dans 4 objectifs SAIO, nous te mettons un chiffre ambitieux. Parce que nous voulons accountability. Oui. La redevabilité. Voilà, redevabilité. Donc, par exemple, pour Nexus, chiffre que nous t'émettez, c'est en l'absence de désastres naturels. En l'absence de désastres, oui, si la situation aurait été janvier, le nombre de monde qui est plus vulnérable dans le pays a baissé de 20%. Parce que, en pile effort à fait,
acteurs de développement, investissement de développement, réponse humanitaire, ensemble, c'est ça m'a expliqué avec Nexus, pour diminuer le nombre de personnes vulnérables et n'a fait suivi ce chiffre ça. Mais Nexus là, moi, humanitaire, développement et paix. Est-ce que lorsqu'on pays retrouve une situation humanitaire, les investisseurs directs étrangers vont dire, ah, le pays ça n'a pas préparé pour recevoir des investissements. Puisque si l'humanitaire, ça veut dire qu'il est très fragile, tension sociale, investissement n'est capable d'en jouer. Est-ce que le fait que l'humanitaire apparaît devant, ça est capable de repousser de potentiels investisseurs qui n'ont pas aucune émotion lui-même? Bon, c'est un gros cercle vicieux. C'est un gigantesque cercle vicieux. Haïti est en mi-temps en cercle vicieux. Si vous regardez chiffres, investissement direct étranger, entre 2019 et 2020, l'IBC, il était 105. C'est au même qui est économiste. Il était 105 millions en 2019. Il vient de baisser 75 millions. Non, 2018. Il vient de baisser 75 millions en 2019 à cause de chocs là. Donc ces chocs sociopolitiques qui étaient découragés, décourageants pour investir sérieux. Vous regardez l'index de doing business en Haïti, pas trop bon. Donc, vous regardez tout indicateur SAIO, indicateur de développement humain, indicateur de business, indicateur de perception de la corruption, chiffres Haïti, ils descendent. Les chiffres humanitaires, c'est la température du thermomètre. C'est la température. C'est expliqué par des raisons plus fondamentales. Donc, qui t'avait dit, on a parlé actuellement avec investisseurs locaux, si vous voulez attirer d'autres investisseurs dans le pays, qui faire plus de business, il faut même plus regarder l'humanitaire là, il faut baisser tension dans le thermomètre là, sur l'humanitaire là, pour être capable de tirer plus d'investisseurs. Donc, on a rappelé dans ce magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole Radio économique, on a pause, on a retourné dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Je vous rappelle que vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Notre invité, Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire. Bruno, on a parlé de chiffres 235,1 millions de dollars américains, mais nous divisons par secteur alimentaire là, 156 millions de dollars américains. C'est le poids lourd, je pourrais dire, dans tout ça. Ensuite, nous avons santé 15 millions, éducation 15 millions, eau, hygiène, assainissement 12 millions. La protection 11,4, abri 10,7, logistique 8,5, nutrition 5,2, coordination 1,8. Avant de nous détecter là-dedans, pourquoi la différence entre nutrition et sécurité alimentaire? Alors, il y a une approche qui est différente, il y a un partenaire institutionnel qui est différent, et il y a un groupe cible qui est différent. Nutrition, c'est vraiment pour tout le monde qui est affecté. Donc, c'est des groupes. Mais deux secteurs SAIO, absolument, ils doivent travailler ensemble. Mais l'eau, en pile, la sécurité alimentaire là. Bon, c'est ça qui. Le 4.4 que nous avons parlé, c'est les personnes en insécurité alimentaire. Donc, il est très lourd. Il y a une cause. Bon, c'est un sujet très intéressant. C'est pas un bagage qui tombait du ciel. Et encore une fois, pas de gain, gros désastre, pas de gain, gros cyclone dans un SAIO. Donc, nous, Jean Delia, en 2018, que nous, couleur carte là, a changé à cause de crise sociopolitique. Mouvement des personnes et des biens, mouvement des intrants, problème commerce, route commerciale, etc. Donc si nous prenons secteur alimentaire, secteur sécurité alimentaire comme un exemple, aide humanitaire là, c'est en aide très ponctuelle, capée des mounes, qui n'ont grand goût. Donc il y a deux approches que nous avons besoin favoriser. Premièrement, c'est leur aide alimentaire là, aide humanitaire là, délivrée. C'est pas seulement distribution nos besoins faits, c'est distribution ou bien cash transfer. En pile dans ça, c'est cash transfer qui fait transfert d'argent. Il y accompagné avec une série d'interventions, d'activités pour ça nous aider consolider la résilience ménagio, monio, communautaire. Donc, c'est pas seulement fait distribution pour distribution, après ça, bagaille au fini, monio grand goût toujours. C'est pour accompagner yo avec une série d'activités économiques, aider yo avec intrants, avec semences, toute bagaille, comme ça, yo reprendre activité économique, dans la mesure du possible. Comme dans l'alimentation, qui est fondamentale, je suppose économiste, l'opinion blanc, capable de faire calcul ça pour nous, est-ce que l'argent, ça que nous mobiliser, est-ce que nous pouvons favoriser l'importation de produits alimentaires? Alors, nous avons besoin qu'on ait
si c'est offre locale là pas suffisant pour satisfaire moun yo ou encore offre là mais moun yo pas gain l'argent pour acheter. Comment nous connecter ça pour l'économie haïtienne ta bénéficier bon comme cap entrer comment ka aider nous le secteur agricole là ta avancer là-dedans. Alors ces dernières années partout dans le monde, oui. Approche que nous connues plusieurs années auparavant de aide alimentaire à bin de l'étranger, en redirection massive de politique ça. C'est vraiment en approche qui ont partie dans l'importé, mais en pile c'est à production locale, donc c'est favoriser production locale avec intervention et c'est production locale là qui a servi comme aide alimentaire. Donc, un message qui est lancé pour les producteurs alimentaires locaux, oui. pour dire c'est la raison. Le bel exemple qu'il y a en Haïti, c'est question cantine scolaire. Oui. Okay. Il y a un cercle vertueux qui est organisé entre producteurs, organisations qui appuient producteurs, institutions nationales, y compris ministère de l'Éducation, et pour alimenter cantine scolaire avec produits locaux. Oui. Donc ça, c'est vraiment la voie à suivre. Comme ça, c'est pas seulement un bagage qui a sorti l'autre bois, c'est un bagage qui a quitté bénéfice pour le pays. Comme on te dit, demande de faire différence, on te fait pour la nutrition, on te dit qu'il y a peut-être un segment d'âge qui est plus faible. Nous sommes pour un double choc, pays là, plus Covid, qui te voulait qu'ils ça, en pile de monde pas de cal l'école. On se parler de cantine scolaire là. Est-ce que dégradation que nous observons dans la sécurité alimentaire là, les vénés tout de choc que l'école là prend? Certainement, en pile Timoun, donc 4 millions de Timoun manqués, plus gros dans l'année scolaire 2019-2020, oui, pays loc plus Covid, il n'y a pas tal l'école, il n'y a pas de bénéficier de cantine scolaire. Pour un pile famille, spécialement une famille qui est plus vulnérable, c'est un repas pour Timounio. Donc ça a expliqué, pas maintenant qui pourcentage, mais ça a expliqué que le chiffre sécurité alimentaire année ça a augmenté. Et là, c'est une extension, puisque c'est une émission économique, nous connaissons très bien, ressources humaines qu'on a préparées dans le futur. Là, par l'école, ils apprennent moins, et qu'on a fait le lien pour moi. L'école à cantine scolaire, là, tout le monde ne sait pas manger, poil affecté. Donc, ça veut dire productivité. Et future génération, ça, censé hypothéquer par de tels chocs, en quelque sorte. Tout à fait. C'est pour ça, il y a un secteur qui a augmenté dans l'appel humanitaire 2021, c'est l'éducation. Gagne tout. Donc pour la santé, à cause de Covid, mais c'est l'éducation. Pour nous aider Timounio qui a chuté, famille vulnérable, Timounio pas à l'école pendant un an, il y a une difficulté pour retourner à l'école. Pas de ressources, pas de l'écolage, etc. Donc en pile effort fait dans appelle ça pour sous secteur éducation. Donc 15 millions de dollars que nous mettons dans l'éducation, c'est un petit peu de double choc que le secteur éducatif a prend pendant 2 dernières années. Pays loc, Covid. Et bien qu'on revienne à point ça, parce que nous connaissons des écoles et très intéressantes et qui étaient faites par des parents qui continuaient et les parents n'ont pas qu'à payer l'école là. Et l'école là lui-même, qui sont l'école privée que il n'est pas capable de faire. Comment on est capable de mettre une sorte de subvention ou encore une façon pour que si l'école là bon répond à des normes, pour capable permettre que tout le monde bénéficier et l'école là lui-même il continue à fonctionner parce que enseignant yo directeur de l'école là c'est le station de vivre en quelque sorte. Non, c'est un gros problème et nous connaissons en Haïti la part du secteur privé dans l'éducation est très importante. Donc c'est un problème particulier. Pas qu'on a assez pas qu'on est si acteurs humanitaires c'est un bagage qui a aidé parce que nous-mêmes nous aider individus qui sont plus vulnérables pour continuer à accéder à l'école. Donc 15 millions de dollars pour l'éducation, on a cherché. 15 millions de dollars pour la santé. Donc santé, choc Covid, Haïti, pour Kounia, jusqu'à Kounia, il y a une chance à Covid là. Covid a circulé, mais impact Covid sous population haïtienne, pas trop grave. Donc on nous connaît. Mais choc Covid sur non-Covid, ça nous les santé non-Covid était très important. C'est là. L'autre maladie est toujours là, mais que tendance mettez en bas à côté. Alors ça, il y a une série de raisons qui a expliqué ça. La première raison, c'est qu'un secteur santé, leur pandémie était déclarée, centre de santé, il n'y a pas de fonctionner normalement au début. Donc ça, c'est une raison. Offre de services
c'était peut-être moins important. Mais deuxième raison qui expliquait plus fort non impact, c'est rumeur qui était gain autour de Covid. Rumeur qui était gain dans le pays sous si ou non un centre de santé, toute bagaille stigmatisation, etc. autour de Covid. Ça, voilà, il y a peur Covid, il y a peur à visiter le centre de santé parce que Covid. Les malades qui la caille. Voilà. Donc nous avons plusieurs chiffres là. Et pareil, il est difficile pour différencier ça qui est directement lié à Covid, ça qui est directement lié pays log plus Covid. Mais sur 2 années, ça y est, consultation prénatale, oui, femme enceinte qui a fait consultation, il a chuté de 74%. Ah bon? 74%. Accouchement en centre de santé, il a chuté de 67%. Qui était déjà faible déjà. Bon. Parce que pas 50%, 40% mesdames qui ont accouché dans le centre de santé, donc ça veut dire diminuer. Vaccination, il a chuté de 44%. Donc ça, c'est chiffre qui très, très, très important. Donc, il ne faut pas étonner que nous avons taux de mortalité maternelle, taux de mortalité infantile, que nous avons amélioré là-dedans pendant ces dernières années, un choc Covid qui vient là-dedans, qui va même affecter directement à travers la maladie Covid. Voilà. C'est pour ça que nous avons augmenté le secteur santé, non, appelle ça. Il y a un pile travail qui fait MSPP pour remonter, pour contrer l'effet négatif ça. Mais donc ça, c'est aussi des investissements dans le futur. C'est en cours l'école. Ouais. Moi, je viens de l'eau avec hygiène qui vient de 12 millions de dollars américains. Donc ça, c'est accès d'urgence à l'eau. Okay. À Covid, il y a un pile effort qui était fait. Laver main. Donc un pile investissement était fait. Équiper lieux publics, équiper marché. Donc ça a expliqué en partie investissement qui a besoin de faire dans de l'eau. Et Abri Saïkaï, 10,7 millions de dollars américains. Nous allons bâtir Kaïto. Alors, Abri, c'est monde qui déplacé dans le pays, y compris, donc ça c'est un point MTV fait, y compris déplacement dû à la violence. Ouais. Donc, il y a un cas emblématique, il y a l'autre cas, mais il m'a parlé d'un cas emblématique parce qu'on a travaillé avec Institution nationale pour essayer de trouver solution pour Mounsayo qui vit en conditions misérables, c'est déplacé de Bel Air. Il y a à peu près 1000 Moun qui sont déplacés depuis plusieurs mois. Ils vivent dans 4 zones, Solino, etc. Il y a 40 familles dans yo qui vivent dans garage privé, en garagiste, qui baillent zone non. Garagiste pas. Qui quitte Caillou Bel Air, qui vivent dans garage dans Solino. Garage ça pas dans Solino. Il n'est pas loin de Bel Air. Ouais. Ok. 1000 Moun qui sont déplacés. Ils boulent cailles, oui, il y a une violence, il y a un conflit. Moun yo déplacé depuis plus de 6 mois, ils sont en condition ça yo. Donc moun ça yo ont besoin de relocaliser. Donc ça prend un pile effort, un pile bonne expérience pour relocalisation en Haïti avec expérience complémentaire. Mais ça c'est un exemple 1000 moun pour un conflit dans 11 zones, il y a un conflit dans l'autre zone. Donc ça c'est un bagaille chaque fois qu'il y a un conflit dans le quartier yo, à gang yo, on a déplacé. Donc, ce n'est pas tremblement de terre pour faire mon courir simplement, mais lorsque il y a un choc, ça a un violence. Mon aller. Mon aller. Mon ne pas les tourner. Puis, il dans mon sayo, il va fermer Kaila, il va fermer un petit pièce. Il va quitter le quartier, il va pas les tourner. Donc, ou bien il aurait été dans conditions, en l'école, en presbytère, oui, il y a un lieu côté assistance, mais ça, c'est vraiment la. Aide humanitaire, c'est une solution vraiment provisoire. Donc, nous mettons Abri là pour aider avec relocalisation de déplacer ça. Le plan, c'est pour 2 ans, 2021-2022. Est-ce que montant ça, c'est pour 2 ans ou c'est pour 1 an? 1 an. Et 2022 On a fait analyse des besoins humanitaires et on a lancé l'année prochaine avec nouveaux montants. Mais ça, c'est pour ça que nous avons choisi 4 dimensions transversales, ça y compris le Nexus, parce que le Nexus, ce n'est pas un bagage immédiat. Avec besoin de travailler sur cause qui crée besoin humanitaire. Donc nous avons besoin de petites perspectives dans le temps. Mais est-ce que donner ça, pas supposé intégrer dans le budget national là, ça t'amène un budget rectificatif, puisque le gouvernement c'est à travers le budget pour résoudre le problème. Donc besoin ou ressources gouvernement augmenter automatiquement par rapport à ça de voter sur table pour eux. Alors ça c'est on n'a pas de réponse sur ça, parce qu'on n'a pas assez d'expérience sur qui genre budget national haïtien, processus de formation du budget, prend en compte besoins humanitaires. Normalement, besoin humanitaire, il y a toujours chita en côté.
différent. Ce n'est pas un budget d'investissement, ce n'est pas dans le plan d'investissement public. Mais gain non budget national, si nous regardons par exemple l'époque Covid, et moi-même t'es arrivé dans l'époque Covid, t'es gain contribution du budget national pour programme cash, à travers le ministère des Affaires sociales. Donc ça, c'est équivalent à aide humanitaire, pour aider les populations vulnérables. Donc, qui t'avait dit graphique qu'on fait, là, qui montre les couleurs par commune, par département, montre dans quel état pays aujourd'hui en termes de besoins de la population. Que le de l'eau, que le d'éducation, que le de santé, que le de caille. Ma place sur ça, qui t'a peut-être servi à gouvernement, est-ce que dans le budget, on se dit là que les plans d'investissement pas ciblés mon est-ce que nous ne sommes pas obligés d'arriver aujourd'hui dans le pays d'Haïti, ça c'est peut-être pas même qu'à répondre à une question ça, pour nous être capables, dans le budget, nous cibler des acteurs côté zone qui est dangereux. Parce que si nous y aurait mouvement migratoire là, il y a quitté zone côté réel, il y a bien gonflé, pour se dire qu'il y a plus que 1,3 million dans la zone métropolitaine là. Donc est-ce que cette migration à partir de cet oubli, monde qui est dans une situation d'extrême pauvreté, il va venir poursuivre nous et créer l'environnement que nous avons actuellement dans le pays. Est-ce qu'il y a des exemples dans le monde, puisque nous ne parlons pas d'Haïti, est-ce qu'il y a des choses comme ça fait, qu'on cible les gens, ou retire un carbone de budget, ou dit bon, les gens, même si nous avons fait croissance économique, nous ne sommes pas capables d'atteindre. Parce que ça aurait les déversements, spillover par privé. Nous sommes ciblés aux jeunes acteurs humanitaires. Donc, deux bagages. Dans le pilotage des politiques publiques, on crée chiffres humanitaires, il y a fournir en boussole, en éclairage. Ouais. Premièrement, si on prend n'importe quel plus gros besoin qui était identifié, sécurité alimentaire par exemple, c'est pour regarder du côté développement qui crée besoin ça. Côté sécurité alimentaire, on va trouver question tarif. Tarif, importation. On va trouver question circuits commerciaux. On va trouver chaîne de valeur, transformation produits agricoles, cacao, café, tout bagage. On va trouver investissement structurant en irrigation, tout bagage. Donc encore une fois, c'est le thermomètre, c'est la température. Ça a guidé public politique publique, action de l'État pour investir dans blocage principaux qui expliquaient vulnérabilité. Ça c'est premier bagage. Deuxième bagage, question PAO. Le ciblage géographique, le ciblage des populations les plus vulnérables, ça doit servir pour informer les politiques publiques, les politiques budgétaires et l'action de l'État. Comme ça, ou investit dans une zone qui est plus fragile, à la fois ou investit côté gain opportunité et tout. Parce que chaque fois que vous sautez moun en misère ou investit dans le futur, gain plusieurs processus ou initiatives en cours en Haïti pour cibler ça. Il y a tout besoin de bon bourrade, comme ça il y a institutionnalisé. Il y a c'est CIMAST. CIMAST, c'est le ministère des Affaires sociales. C'est le système d'enregistrement, de classification des vulnérabilités, des personnes vulnérables. C'est un système qui a développé, il y a seulement un certain nombre de communes qui la donnent. Et investir dans CIMAST et à la limite faire que CIMAST couvre l'ensemble du pays et soit institutionnalisé au niveau de l'État pour suivre famille par famille les avancées, les progrès et les besoins de chacune famille et d'identifier avant qu'il soit trop tard les vulnérabilités, ça est très très important. CIMAST lié à politique nationale de protection et de promotion sociale, quand il y a un pile travail qui est fait pour éviter que le monde qui est plus pauvre, oui, il est tombé toujours plus profond. Donc, pour un système institutionnalisé au niveau national, il y a un financement qui est sécurisé, y compris du budget de l'État, pour un système de protection sociale. Bruno Le Marquis, merci beaucoup. Est-ce que souviens 25 millions de dollars américains dans la peine internationale, ça Si vous avez 25 millions de dollars américains, est-ce qu'on a sorti plus ou moins bien? Parce que nous connaissons des demandes tellement importantes au niveau mondial maintenant. 25 millions C'est pas bon. Non, mais qui est capable de prendre le montant ça? Bon, si nous prenons expérience 5 années passées, c'est 30%. C'est pas suffisant. On a fait plaidoyer. Il y a 7% là. Il y a 10%. Non, pas comme ça. Bon, premièrement, on a discuté avec tous bailleurs de fonds qui ont un budget humanitaire, donc il y a indication déjà.
Il y a deux partenaires qui sont relativement nouveaux dans les affaires ça, c'est Banque mondiale avec BID. Il n'y a pas partenaire humanitaire, mais ils ont investi dans filet de protection sociale et programme de cash, de transfert de cash, qui, donc, dans une certaine mesure, répondent à besoins humanitaires. Donc ça a augmenté force de frappe financière pour répondre à tous les besoins ailleurs. Nous avons espéré, mes amis, que le pays a sorti besoin humanitaire pour commencer à chercher besoin d'investissement. Et Jean-Bruno se dit très bien là, pour Nexus, nous capable de changer de humanitaire, développement et paix pour nous faire investissement, développement et paix. Merci pour votre créole là. Merci un peu. Merci un peu pour l'invitation. Ciao, à la semaine prochaine.